les tables rondes du Colibri. Les auteurs et réalisateurs invités de la Joyeuse Escale 2022, présentés par Bruno. Oh oui. Eh ben bonjour à tous. Le thème de cette table ronde, de cette première table ronde, je vous rappelle qu'il y en aura 6 au total. Demain matin à 11h à la salle de la Grand Fond. Tous les après-midi ici, vendredi, samedi à 16h. Et samedi matin et dimanche matin à la salle de la Grand Fond. Là, c'est le voyage, un regard intérieur sur son propre chemin. C'est le thème. Pendant 40 minutes, je vais laisser la parole à nos deux invités pour qu'ils puissent témoigner de leur propre expérience. Et les 20 minutes restantes, eh ben, vous aurez la parole. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis ils y répondront, hein, bien sûr. Donc à mes côtés se trouve Morgane Lemoel et Mathis Béhagel. J'ai bien prononcé ? Béhagel. D'accord. Donc du coup, bonjour à vous. Et puis je vais vous laisser dans un premier temps, vous présenter. Morgane. Bonjour, donc je m'appelle Morgane Lemoel, je suis hypnothérapeute et coach de vie, j'habite à Lorient et je ne sais pas ce qu'on peut rajouter d'autre dans un premier temps, je pense que voilà, moi je parle donc de mon livre, je suis là donc avec mon livre donc Compostelle, un voyage intérieur, voilà, que j'ai réalisé en 2019 avec cette envie vraiment d'utiliser le voyage comme l'opportunité de partager sur le vécu intérieur et de le transformer en quelque chose, finalement, un chemin de vie qui puisse parler de manière universelle au plus grand nombre. Voilà. Mathis. Bonjour, donc moi c'est Mathis, alias Tortuga sur les réseaux, mon pseudonyme, et je suis donc réalisateur de films d'aventure et créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et je suis aussi un passionné de randonnée. J'ai beaucoup randonné et pour moi c'est une sorte de méditation à travers ces aventures. Et j'ai aussi l'occasion de vivre quelques temps dans un monastère bouddhiste en Thaïlande, donc j'ai eu une assez bonne approche sur tout ce voyage intérieur comme est le thème d'aujourd'hui. Et donc voilà, enchanté. Donc du coup, moi, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est comment on fait la liaison entre le chemin physique, celui qui se déroule sous nos pieds, et notre propre intériorité. Qui veut commencer ? Pour ma part, je trouve que le chemin est absolument métaphorique, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'aime partir à l'aventure comme ça, sans rien programmer du tout, et d'accueillir en fait chacune des expériences de vie comme une métaphore au point de vue de la vie de manière générale, et qui va me permettre d'aller observer justement cette part de moi qui a besoin d'être explorée en fait, voilà, dans un accueil inconditionnel. C'est la même chose ? Plus ou moins, je pense qu'on va beaucoup se répéter. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase qui m'est revenue de Robert Louis Stevenson, que j'adore ressortir à chaque fois dans cette thématique-là. Parce que du coup, j'avais eu justement l'occasion de faire Stevenson avec un âne, pas longtemps, et de faire un film là-dessus, comme Robert Louis Stevenson l'avait fait à l'époque, et qui avait dit qu'en fait, le plus important, c'était pas de partir d'un point A et de se rendre à un point B, mais que c'était vraiment le chemin entre les deux. Et c'est ce que moi, j'adore dans tout ce qui va être l'aventure, les randonnées, et c'est ce que j'aime dans ma passion, c'est le fait de partir un peu comme toi et de ne pas forcément tout préparer, d'avoir juste plus ou moins son itinéraire et de se dire que dans les jours, voire les semaines à venir, c'est dans mon esprit du noir, on peut pas se projeter, on sait pas ce qui va se passer et en fait tout va se tracer dans sa tête comme des pages blanches où on écrit au fur et à mesure son histoire, et c'est ça que j'adore, c'est qu'on arrive sans vraiment s'attendre à quelque chose. Et quand on termine l'aventure, on se dit j'ai vécu ça, quoi, c'est incroyable, je m'y attendais pas du tout, et ça nous fait un peu grandir là-dessus. C'est vraiment le gros point que j'adore dans l'aventure et la randonnée surtout aussi. Et du coup, si rien n'est tracé, est-ce que tout chemin est apte à cette introspection, à cette quête intérieure ? Alors oui, et même les chemins tracés, parce que du coup j'avais eu l'occasion, une de mes premières grosses aventures, c'est j'avais traversé donc l'Islande du nord au sud à pied, en solitaire, et là on n'a pas le choix que de tracer son itinéraire, de savoir exactement où on va bivouaquer, tout est millimétré, la nourriture, etc., parce que du coup on peut pas être réapprovisionné en chemin,
Et pourtant, c'était ma plus grande quête intérieure, cette traversée de l'Islande, parce que je me suis senti très seul pour la première fois de ma vie pendant 2 semaines, parce que c'était des endroits très reculés au centre de l'Islande, rien de pousse, rien de vie. Et c'est là où j'ai fait ma plus grande introspection, je pense, plus même que mon vécu dans ce monastère bouddhiste où j'avais appris une première approche à la méditation. Et ce qui en est ressorti, c'est... déjà, c'est très difficile d'être tout seul pendant longtemps et de rencontrer personne. Mais quand on sort de cette expérience, moi, j'étais quelqu'un qui avait très peur de la solitude plus jeune. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à accepter. Et en fait, de plus en plus, je suis bien juste avec moi-même pendant ces randonnées solitaires. Et de plus en plus, j'ai appris à m'apprécier. Et c'est ça que j'adore. C'est qu'au début, j'avais très peur d'être seul, très peur de me retrouver avec moi-même. Et en fait, maintenant, j'ai un peu dompté ça. Et c'est une grosse richesse que j'essaye de maintenir à travers ces randonnées et ces aventures. Pour toi, Morgane, pourquoi Compostelle en particulier, par rapport à un aspect spirituel, un aspect initiatique? Alors pourquoi Compostelle Je vais dire parce que quand je reviens en 2019 à ce moment-là dans ma vie, parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres possibilités, enfin comment dire, il n'y avait pas forcément d'autres idées qui étaient arrivées jusqu'à ma conscience à ce moment-là. J'ignorais un peu tout du voyage au long cours et ça a été la première expérience qui était déjà là en moi depuis déjà longtemps. Et je me disais un jour j'irai à Compostelle en partant de chez moi. Et oui, alors il y avait cette démarche spirituelle d'avoir envie de revenir au plus près de moi-même, dans cette connaissance de moi-même, d'être à l'écoute de moi-même. Et moi, pour le coup, la solitude, je crois que je la cherche et je l'aime. Donc, c'était une évidence qu'il fallait que je parte seule. Et je l'ai cherché et en même temps je l'ai bien trouvé puisque du coup sur les à peu près 42 ou 43 jours je crois que j'ai marché en France déjà sur la première partie, donc en France j'ai dû rencontrer 6 marcheurs sur 43 jours de marche, donc j'ai été servie sur ma solitude et c'était très appréciable. Et en quoi cette solitude et en quoi la marche favorise la révélation de ce que nous sommes? Pourquoi ce vecteur-là et puis pas un autre? Alors ça, je sais pas pourquoi ce vecteur-là et pas un autre. En tout cas, c'est celui qui est arrivé jusqu'à moi. Ouais, et d'être du coup vraiment dans cette écoute intérieure. Je trouve que la marche est aussi très méditative, bien sûr, et que ça permet peut-être en réussissant à toucher un espace de silence intérieur, d'être à l'écoute voilà, d'autres choses qui pourraient venir... plus facilement ou de plus loin ou que sais-je. On peut le faire que dans la marche solitaire. On peut pas le faire dans une marche collective. Après, j'ai envie de dire chacun le fait à sa façon. Je pense que dans cette solitude, on est peut-être davantage à l'écoute de soi. Sinon, il y a peut-être un risque de se coller au rythme de l'autre, de s'adapter aux besoins de l'autre. Et le fait de le faire seul, c'est vraiment s'autoriser à le faire à son rythme, dans cette propre écoute personnelle. Ouais. Et pour toi, Mathis, la marche, c'est pareil? C'est le vecteur premier ou tu peux en imaginer d'autres? Alors, moi également, c'est le vecteur premier. Même si j'ai fait d'autres aventures d'autres types comme à vélo, en ski de randonnée, etc. Et ski de randonnée, c'est un peu quand même la même chose, mais généralement dans les pays polaires, c'est rare qu'on soit seul. Mais la marche, effectivement, c'est quelque chose de très important pour moi et surtout là-dessus. Et en fait, je me posais la question justement la dernière fois que j'ai fait une grande randonnée. Donc c'était sur le GRR2 à La Réunion. Et une très belle randonnée d'ailleurs que j'invite tout le monde à aller faire. Et en fait, c'est comparé à la vie de tous les jours ou quand je vais rentrer justement et que on reprend son train-train quotidien qui est bruyant, tout est très rapide, on voit beaucoup de monde. Et en fait, on est guidé aussi par toute la société qui nous entoure, c'est-à-dire on nous dit souvent tous les jours quoi faire avec les GPS, on est réglé au millimètre près par rapport aux horaires, il faut aller travailler à telle heure, etc. Là, en fait, c'est une coupure et c'est vraiment l'inverse de ce mode de vie. Et je me rends compte que ça me permet en fait d'un coup de me retrouver à l'opposé, de me retrouver avec moi-même, donc un grand silence. Comme tu disais très bien, d'apprendre à réécouter. Il y a
j'étais tellement en fait dans mon train-train quotidien, comme je disais avant, et quand je rentre, ça redevient la même chose, qu'on perd son instinct naturel, on se perd un peu soi-même justement. Et c'est là où au final se retrouver soi-même, c'est très correct quand on le dit ça. C'est que vraiment on réapprend à s'écouter, on réapprend à écouter des sens qu'on a peut-être perdu avec toute ce train-train quotidien qu'on a aujourd'hui, et on réapprend à apprécier la nature, on se découvre des potentiels aussi. Moi je savais pas que j'étais pas du tout sportif à l'époque, et je me suis rendu compte que mon corps finalement, si j'apprenais à l'écouter, était capable de grandes choses. Ça c'est quelque chose de génial. Comme je disais tout à l'heure, j'ai réappris à être seul, quelque chose qui me faisait peur au début et qui maintenant je suis content quand je pars en randonnée seul. Et en plus c'est quelque chose qui est bon pour la santé, parce que c'est quand même du sport, c'est de la marche, c'est quelque chose qui est un peu lent aussi. Moi j'adore tout ce qui est slow tourisme, parce que c'est encore une fois le contraire de notre société aujourd'hui qui nous pousse à la consommation tout le temps. Il faut que tout soit rapide, j'ai envie de ça, je le veux tout de suite. Là on prend son temps, on s'écoute, la marche c'est lent, faut pas se précipiter, et c'est vraiment l'inverse de ce qu'on voit en fait tous les jours, et c'est ça que j'adore. Donc j'imagine que c'est peut-être un peu la même chose là-dessus aussi. Je te rejoins parce que j'ai aussi réalisé donc un voyage à vélo, et en tout cas pour ma part je trouve vraiment dans cette lenteur encore plus grande que procure la marche qu'il y a quelque chose d'encore différent. Le fait aussi de peut-être de fouler la terre, de poser les pieds les uns après les autres, voilà, l'un après l'autre sur le sol, ça crée quelque chose de différent par rapport au vélo. Et ouais, il y a, je sais pas du coup, mais je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier dans la marche qui permet peut-être d'être encore plus dans cet instant présent, dans l'instant T de l'instant présent. Et du coup, c'est le fait d'être dans le mouvement, ou est-ce que l'environnement a aussi sa part dans cette prise de conscience, dans ce recentrage à soi? Est-ce que c'est juste le fait d'avancer, quel que soit le chemin, ou est-ce que l'environnement a de l'importance? Tu parlais de l'Islande, toi, Compostelle, est-ce que, pour vous, est-ce que ça a de l'importance? Alors, je pense que oui, énormément. Je pense que tu t'en parleras, peut-être le chemin de Compostelle. J'imagine que il se situe quelque part géographiquement, c'est qu'il y a une raison aussi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que vu que je me coupe totalement, je change de monde en fait quand je pars en randonnée. C'est aussi, en fait, c'est un changement d'environnement pour tous ses sens, et c'est aussi la vision et donc l'environnement. Et c'est vrai que quand j'ai envie de me couper de ma vie de tous les jours, une vie qui est plutôt citadine, évidemment, donc le côté nature, beauté de nature, de réécouter les sons environnants, etc. C'est quelque chose de, je dirais presque primordial pour cette marche méditative. Et puis c'est aussi la découverte de nouveaux environnements, cette capacité où on apprend un peu à se réadapter à un milieu qui nous redevient très inconnu, donc la nature sauvage. Et j'y pensais aussi un jour, je me disais que l'être humain, en tant que corps, et peut-être esprit, on a été conçu donc des millions d'années auparavant pour justement vivre à l'état sauvage. On est des animaux dans pleine nature. On a commencé en tant que chasseur-cueilleur. On y connaissait beaucoup de choses sur les plantes. On savait se débrouiller à l'époque. Et je pense qu'on a d'un coup, les dernières centaines d'années, on a évolué très rapidement. Et notre corps et notre mental n'a peut-être pas eu le temps d'évoluer avec notre société qui évolue très rapidement autour de nous. Et je pense que se retrouver en fait un peu dans cet environnement-là, c'est redonner un peu à notre corps ce pourquoi il était créé de base, je pense. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime bien, on est attiré par la nature, qu'on est attiré par ça. C'est que peut-être que profondément, on est normalement fait pour ça. Alors, moi je rebondis par rapport à la question aussi, est-ce que le chemin il contribue? Enfin, en tout cas, moi ce que j'ai pu tester aussi sur ma marche vers Compostelle, c'était que suivant la nature du terrain que je foulais, ça venait pas me chercher au même endroit en fait, à l'intérieur de moi, suivant si je marchais sur un bout de route, sur un chemin en terre, sur des graviers, sur du sable, enfin voilà. Et j'observais en fait que suivant la nature du terrain, intérieurement je vivais pas la même chose, ça venait pas me chercher au même endroit, ça venait pas réveiller les mêmes appréhensions ou les mêmes souvenirs, etc. Et que du coup il y avait comme la nécessité de fouler des terrains de nature différentes pour aller
farfouiller sur toutes ces facettes qui avaient besoin d'être accueillies. Ouais. Mathis, tu parlais de nature sauvage. Est-ce que réellement, dans vos expériences, c'est vraiment un sentiment de nature sauvage ou de nature quand même domestiquée par l'homme et dans laquelle on essaye de retrouver une certaine sauvagerie parce qu'on en a besoin? Alors c'est vrai que beaucoup en France. Alors j'aime beaucoup randonner en France, mais ça sera jamais pareil que les expériences que j'ai eues. Alors je n'ai pas fait de chemin de Compostelle et comme tu l'as dit, apparemment tu n'as quasiment rencontré personne. Donc c'est quand même quelque chose de très rare, je pense, en France, de trouver des chemins comme ça. Salut. Et en fait, moi, ce qui m'attire beaucoup dans les aventures que j'ai pu en Laponie suédoise notamment, ou en Islande, et c'est ce que vraiment je recherchais, c'est ces grands espaces vides, ces grands déserts. Je suis beaucoup attiré par ces milieux. Plus récemment, du coup, j'ai vécu avec un musher en Norvège, un musher français qui a tout quitté pour vivre justement reclus au fin fond de la Norvège. Et c'était vraiment... En fait, quand on se promenait dans ce grand temps, c'est un parc naturel protégé qui se traverse normalement en une semaine. Et en fait, ces grands espaces blancs, il y a quand même quelque chose qui t'aspire, comme si tu étais dans une... Moi, j'ai l'impression d'être un astronaute à chaque fois, où on est les premières personnes à fouler cette terre. Et je trouve ça incroyable. Ça n'a rien à voir avec justement les même si c'est magnifique, les randonnées qui sont très balisées, où on va rencontrer en fait des signes humains. C'est un peu un retour à la réalité. À chaque fois, ça nous rappelle la réalité comme on est encore sur Terre et qu'on est encore dans notre vie de tous les jours. Et vraiment, moi, c'est cette déconnexion totale que je recherche et que j'arrive à retrouver dans les endroits vraiment avec des grands déserts. Pendant des journées, on croise personne, comme tu as pu le vivre peut-être sur le chemin. Enfin, sauf qu'il est balisé, Compostelle. Ouais, je vais rebondir là-dessus aussi parce qu'en fait, moi, j'ai rencontré pas beaucoup de monde donc sur la partie française parce que je suis partie de chez moi, donc dans le Morbihan, et que j'étais pas forcément sur un chemin balisé à ce moment-là. Sinon, Compostelle, c'est quand même un chemin qui est très fréquenté et il y a beaucoup de monde. Que ce soit en France, par exemple, sur la voie du Puy-en-Velay et encore plus, bien sûr, en Espagne. Alors, j'ai pas ton expérience des chemins, en tout cas des endroits presque vierges où on foule une terre qui est presque pas fréquentée. Et en même temps, j'ai aussi trouvé quelque chose de très intéressant sur des chemins qui, justement, étaient très fréquentés. De se reconnecter aussi à l'énergie de tous ces marcheurs qui sont passés avant dans une même philosophie de vie ou avec une même intention. Et du coup, c'est vrai que je trouve, en tout cas, pour avoir aussi marché sur d'autres GR que le chemin de Compostelle, mais que sur des chemins qui sont très fréquentés aussi historiquement, comme le Sentier Cathare, par exemple, ou des choses comme ça, de se dire qu'on est en train de fouler un chemin qui a déjà été fréquenté par des milliers de personnes, ça nous amène aussi à vivre quelque chose intérieurement de tout à fait différent. Et quoi ? Je sais pas, une reconnexion peut-être à tous ces gens-là, de reconnecter aussi l'esprit du chemin, l'intention qu'avaient ces gens sur ce parcours-là. Quelque chose du coup qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous. Du coup, dans ces espaces vierges que tu décris tout à l'heure, c'est une page complètement blanche. Il y a pas d'esprit. Est-ce qu'il y a un esprit du lieu ? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a marqué ou finalement non ? Alors totalement vierge, oui, il y a quand même du trafic, du trafic. Je suis pas le premier à l'avoir foulé, j'imagine, pas dans les endroits. J'espère un jour que j'irai dans des endroits vraiment encore plus vierges, comme en Arctique ou au Groenland. Mais effectivement, en fait, je trouve que qu'est-ce que je peux dire que ce que je ressens en fait quand je suis là-bas. C'est assez compliqué, hein. Mais c'est un peu, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que moi, ma recherche dans ces expériences-là, c'est vraiment de vivre vraiment l'inverse de ce que j'ai l'habitude de vivre tous les jours depuis jeune en fait, de ce qu'on m'a imposé dans la vie, et j'ai envie de ressentir cette impression d'être complètement à l'opposé du moi
citadin en métropole. Et c'est ce que j'essaie à chaque fois. En fait, c'est peut-être un dépassement de limite, un dépassement de soi. Maintenant que j'y réfléchis, il y a toujours ce côté de jusqu'où je peux aller, jusqu'où mon corps peut aller. Est-ce que ces endroits complètement déserts, je vais pouvoir, entre guillemets, profiter et survivre à ce lieu? Il y a ce côté-là, et en plus, je pense qu'aussi il y a ce côté très impressionnant du lieu, parce que ce que je ressens quand, par exemple, j'étais dans ce parc arctique donc qui est protégé, où on ne peut pas circuler, parce qu'il circule beaucoup avec des motoneiges là-bas, on peut vraiment pas circuler avec des engins motorisés, donc la seule façon d'y aller, c'était en chien de traîneau. Et donc se retrouver en chien de traîneau au milieu de nulle part, avec un coucher de soleil rosâtre sur la neige toute blanche, et quelques collines, et puis quand le soleil se couche, on continue, et puis il y a des aurores boréales enfin c'est quelque chose de magique, et je pense qu'il y a ce côté de se sentir très privilégié, et de se dire en fait je suis tout seul là avec le musher, ou je suis tout seul à cet endroit là, je peux poser ma tente où je veux, si je veux me mettre tout nu, je peux me mettre tout nu. En fait on est complètement libre, et on se sent très privilégié de pouvoir vivre ce moment-là, à cet instant T. Je pense que c'est peut-être je réfléchis en même temps que mais je pense qu'il y a beaucoup ce côté-là de se dire waouh, j'ai la chance d'être la seule personne à ce moment-là au milieu de nulle part, et c'est incroyable. Pour toi aussi, du coup, c'est une rupture avec le quotidien, une volonté de rupture avec le quotidien, de partir sur les chemins? Je crois que la volonté, c'est pas forcément la rupture avec le quotidien, mais plus la reconnexion à moi. Et dans des instants comme ça aussi, j'ai été aussi, un peu transcendée, je vais utiliser ce mot-là, mais par des moments en fait où une reconnexion totale avec la nature dans cet instant T, hein, pendant le voyage, comme tu l'expliquais aussi un peu, Baptiste, mais même devant l'expectative d'un coucher de soleil, ou simplement en observant la vue, sur la vallée, ou je sais pas, mais comme un sentiment de grande appartenance à la vie, à la nature, à quelque chose de plus grand en fait. Et je crois que c'est ça plus encore que la rupture avec le quotidien. C'est plutôt ça que je cherche à retoucher à travers le voyage. Et il y a cette reconnexion à la nature, il y a une notion de spiritualité là-dedans, ou spiritualité, je précise, ne veut pas forcément dire religion, hein. C'est les choses de l'esprit. Oui, je pense, oui, de retoucher quelque chose de plus grand que soi, de se fondre dans quelque chose de plus grand que soi. Et du coup, en réussissant à se fondre dans ça, ça revient à ce que tu disais aussi, dans le terme de se dépasser les limites. Donc je crois que c'était aussi ça, dans une de mes expériences aussi, de pouvoir toucher, d'aller au-delà de ses limites, où j'avais fait donc le chemin de Stevenson. Je l'ai pas fait avec un âne, mais je l'ai fait en jeûnant. Pendant 2 jours de jeûne, de pouvoir aussi aller au-delà de ses propres limites, et de toucher le fait que en fait je peux survivre 12 jours sans manger. C'est assez une expérience assez balèze aussi, dans ce dépassement de soi et de reconnexion à plus grand que soi. Du coup, dépasser les limites pour vous deux, c'est pas une lutte, c'est plus un accompagnement. Alors du coup après je te redemanderai ce que tu as ressenti à la fin de ces 12 jours de jeûne, parce que c'est quand même intéressant. C'est déjà un peu ébahi par moi-même de me dire qu'en fait on peut survivre à 12 jours sans manger, quand même déjà. Après l'envie, c'était aussi une reconnexion au corps. Voilà, de mieux appréhender le fonctionnement du corps, d'être encore plus à l'écoute de la fatigue, éventuellement la sensation de faim, ou pas d'ailleurs. Donc différentes choses, le froid, le chaud, c'était donc une reconnexion à soi, et puis aussi l'envie d'une grande purification intérieure aussi. Et que te dire sur le comment comme ça, là, c'est ce qui me vient spontanément par rapport à ta question. Et donc moi je reviens à la mienne, c'est pas une lutte. Alors parfois c'est une lutte sur le moment. Alors ça dépend le challenge qu'on se lance. Quand c'est la première fois qu'on voyage seul, complètement seul, et puis donc plus ou moins en autonomie.
parce que du coup c'était plus compliqué que ça à ce moment-là en Islande, mais c'est vrai que on fait des erreurs, des grosses erreurs de débutants, et on teste ses limites. Donc là par exemple j'avais fait n'importe quoi, j'avais pas pris par exemple j'avais oublié, parce qu'il y avait 2 amis qui me suivaient en voiture, qui étaient censés me suivre en voiture, et que j'ai perdu de vue finalement au tout début, qui en fait eux transportaient le matériel technique pour faire le film. Et j'ai laissé par exemple ma paille filtrante dans la voiture, et à un moment je me suis retrouvé en fait 2 jours et demi sans pouvoir me réapprovisionner en eau, sans paille filtrante, et on se retrouve, on se dit voilà, j'ai fait une erreur, maintenant j'ai pas trop le choix parce que je suis au milieu de l'Islande, faut continuer. On m'a toujours dit qu'il fallait pas boire l'eau si on n'était pas sûr, et à cet endroit-là l'eau était pas très claire, donc on pouvait pas trop se le permettre. Donc pendant 2 jours et demi, donc c'était pas 12 jours de jeûne, mais pendant 2 jours et demi je me suis trimballé avec 1 ou 2 litres d'eau, et du coup on apprend ce que c'est la soif, et on se rend compte de la valeur de l'eau aussi. Donc sur le moment on a envie d'abandonner, on n'est pas forcément bien, mais en rentrant de cette expérience on se dit déjà il faudra plus que je commette cette erreur, et aussi que en fait je me suis retrouvé j'étais vraiment un peu au bout, et je me disais mais qu'est-ce que je fais là, et pourquoi je fais ça, et c'était presque une torture sur le moment évidemment parce qu'on manque d'eau, mais l'après en fait on est tellement fiers d'avoir pu j'en suis pas mort, j'ai fait quand même attention, et on est tellement fiers d'avoir pu faire ça. On se dit c'est là où, comme je disais tout à l'heure, notre corps est capable de grandes choses. Il se met en mode survie, et on se dit mais en fait je peux faire encore peut-être plus, je peux tester encore plus mes limites, ce qui peut devenir dangereux aussi. Moi j'avais entendu quelqu'un dans un podcast, je sais plus son nom, qui faisait de l'alpinisme, et qui justement a dit une phrase assez importante, c'est le plus difficile c'est pas de dépasser ses limites, mais c'est de les fixer. Et c'est vrai, parce qu'on peut aller très loin, mais il y a un moment où une erreur ne peut ne plus être pardonnable. Et je voulais revenir sur le côté spirituel. Moi, il y a peut-être moins ce côté spirituel dans le sens spirituel, mais je pense que, je sais pas si ça veut dire plus côté spirituel. Peut-être tu l'as dit tout à l'heure, religion ou se retrouver soi-même, ou vraiment un côté très axé sur la spiritualité. Par contre, c'est plus pragmatique, mais le jour où justement, parce que c'est cette expérience où j'étais parti vivre dans un monastère bouddhiste au nord de la Thaïlande, au début j'y étais allé sans vraiment y croire. J'y suis allé parce qu'on m'a dit qu'on pouvait y aller, et je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, en ressortant de cette expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même eu des changements notables par rapport à ma concentration, par rapport à toutes ces petites voix dans la tête qui ne cessent jamais, et cette anxiété constante que l'on peut avoir tous les jours. À la sortie de cette expérience, qui n'était pas très longue, j'ai quand même ressenti un changement là-dessus. J'étais beaucoup plus focus, je me posais moins de questions et je profitais surtout plus de l'instant T. Et au retour en France, j'ai continué la méditation pendant à peu près 1 an. Et en fait, avec retrouver ce train-train de tous les jours a fait que c'était plus possible, la méditation, parce que c'est un peu l'environnement aussi qui fait que c'est très compliqué. Donc j'ai abandonné. Et en fait, dans la marche, je retrouve un peu, sans finalement le vouloir, ce processus de méditation, parce qu'en fait la méditation c'est quoi ? C'est de se concentrer, en tout cas la méditation Vipassana, c'est de se focaliser sur ce qu'on fait maintenant, et de ne pas se disperser dans ses pensées. Et c'est quelque chose qui est assez facile à faire dans la marche, et d'être maintenant, de se focaliser sur le contact de nos pieds sur le sol, de se focaliser sur son environnement, sur les animaux qui sont autour, de s'arrêter et de se focaliser sur quelque chose qui a bougé quelque part. Et c'est vraiment un processus de méditation. Donc en fait, pour moi, la marche, c'est quelque chose de parfait, parce que on est libre de faire ce qu'on veut, on prend son temps, on fait du sport. Et il y a ce côté on fait du sport physique, mais aussi mental avec la méditation. Donc c'est génial. Voilà. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que moi du coup je suis passionné de vidéo, et pour moi c'est un terrain de jeu
aussi par rapport à ça. J'adore capturer. Donc il y a des photographes qui seront plus sur la photo. Toi, j'imagine, c'est plus sur l'écriture. Moi, ça va être de capturer l'instant aussi avec mes vidéos, de pouvoir retransmettre ensuite sur mes réseaux notamment ce que j'ai pu ressentir pendant mes aventures ou mes randos. Et donc pour moi, en fait, je suis tout seul, j'ai ma caméra et je peux filmer ce que je veux, raconter mes histoires, etc. Et je trouve ça génial. Voilà. Ça a changé quoi pour toi alors, du coup, le chemin, à l'image de ce que Mathis vient de nous expliquer? C'est une très bonne question. Ça a changé quoi? Je pense que ça m'a permis de faire toujours plus de place au silence pour les mêmes raisons que tu viens de l'évoquer, c'est-à-dire voilà, d'avoir marché plus de 2000 km. À un moment donné, ouais, on reconnecte le corps et on fait la place au silence, hein, on lâche les pensées, on revient vraiment dans cet instant présent. Et puis ce que ça m'a amené aussi, c'est que ça m'a permis de rencontrer en fait d'autres voyageurs qui avaient d'autres expériences du voyage. Du coup, ça m'a ouvert moi-même aussi à de nouvelles perspectives auxquelles je n'avais pas forcément pensé avant. Donc voilà, d'avoir testé aussi le voyage à vélo voilà, ou d'autres marches. Voilà, donc d'autres idées. Il y a eu plusieurs voyages du coup depuis Compostelle qui ont émergé. Voilà, et pour en revenir aussi à ce qu'on disait un peu au départ, pour autant, pour avoir testé aussi différentes choses, ouais, je trouve que la lenteur de la marche et le contact avec la nature, moi en tout cas, m'apporte quelque chose d'assez grandiose. Et les projets, les prochains, ce sera quoi? Alors moi c'est pour tout bientôt, parce que ça, dans une dizaine de jours en fait, donc je vais repartir donc de Nantes, du château des Ducs de Bretagne, et je vais remonter la Loire jusqu'à sa source au Mont Gerbier-de-Jonc à pied. Et donc j'ai prévu de revenir en kayak, voilà. Donc un voyage que j'ai intitulé Retour à la source par la voie royale. Donc on est aussi dans cette démarche spirituelle, bien sûr, hein, de revenir à la source de soi-même, mais aussi à une source qui peut-être va au-delà de nous-mêmes. Voilà, et la voie royale, donc c'est aussi parce que je vais passer par les châteaux de la Loire, bien sûr, mais c'est aussi le nom qui est donné à l'alchimie philosophique. Donc de transmuter notre plomb en or, voilà. Alors du coup, moi je vais un petit peu plus loin. Donc après avoir justement testé la marche, le vélo, le ski de rando, les chiens de traîneau, voyager avec un âne, je me suis dit j'ai beaucoup aimé l'expérience avec l'âne justement dans les Cévennes. Enfin, ça dépendait les moments. Et parce que là, ouais. Et du coup là, je pars bientôt, fin juillet, en Mongolie. Donc là encore des grands déserts, des steppes désertiques, à cheval. Traverser une partie de la Mongolie à cheval, entre le lac Blanc et le lac Noir. Et réaliser un documentaire sur les nomades mongols, parce que tout le monde parle justement de la vie de nomade, du digital nomadisme, mais qu'est-ce qu'être un vrai nomade? Et je vais le découvrir, voilà. Dernière question avant de laisser la parole à la salle. La transmission, c'est quelque chose d'important? Ah absolument, ouais. Alors moi j'aime la solitude comme je disais tout à l'heure, mais en même temps j'ai très à cœur de partager. Et du coup, oui, l'écriture ou les vidéos aussi, mais voilà, de pouvoir ramener ça aussi dans quelque chose d'universel pour que chacun puisse, en miroir, en fait, observer ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que je vois vraiment le voyage, en fait, comme un prétexte, finalement, à cette introspection, à ce regard intérieur, pour amener chacun à faire ce propre cheminement-là. Ouais. Alors évidemment, je te rejoins. Alors oui, c'est vrai que je pense que voyager seul, c'est aussi le fait quelque chose qui nous pousse, je pense, à tenir, c'est le fait de pouvoir partager. Donc moi, à travers mes vidéos, ça aide beaucoup. Je me sens finalement moins seul. Et aussi, il y a vraiment ce besoin. Il y en a beaucoup qui me disent, Mathis, est-ce que ça te dérange pas de voyager seul? Tu peux pas le partager avec quelqu'un, mais finalement, en fait, je le partage avec beaucoup de monde en essayant le plus possible. Donc moi, à travers les images, la musique et la narration, essayer de faire ressentir à certaines personnes qui ne peuvent peut-être pas voyager ou qui en ont pas l'occasion ou qui voyagent mais qui veulent voyager autrement à travers donc mes vidéos. La solitude peut emmener à devenir un ours, à se passer des autres. Moi, il y a quelque chose que tu as dit que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as dit que tu n'avais plus besoin des autres, en fait. Et je trouve ça très intéressant. Et qu'en même temps, ça t'offre la perspective d'aller vers l'autre, non pas par besoin, mais par envie. Et ça change tout, en fait. Voilà. D'y aller parce que tu en as envie, pas parce que tu en as besoin.
Bien sûr, mais je pense qu'en effet, que plus le voyage est long et plus la phase de réadaptation au retour, elle est longue aussi en fait. Ça demande parce que on revient différent, on n'est pas le même quand on revient, donc ça demande aussi un temps pour se réacclimater. Ouais, voilà, tu vois. Donc accueille déjà ce qui est là dans ton expérience. Le retour d'un voyage long, ça sera le thème d'une des prochaines tables rondes dont je t'invite à venir voir comment les autres ont fait. Du coup, moi, je ressens un peu ce que tu ressens peut-être. Enfin, j'ai ressenti ce que toi tu ressens, je pense, en ce moment, notamment quand je suis rentré de mes premiers grands voyages autour du monde pendant 1 an, en 2016-2017, où c'était mes premiers voyages en solitaire et où je m'étais complètement déconnecté donc c'était vraiment ce moment-là qui va changer un peu ma vie, parce que je suis parti au début avec quelqu'un, puis petit à petit tout seul, et je me suis vraiment retrouvé seul donc en Asie du Sud-Est à voyager en solitaire, et c'est là où pareil j'ai commencé à me rendre compte que j'avais plus forcément besoin des autres, et forcément en fait de ne plus être compris des autres à ce moment-là, parce que je rencontrais plein de gens. On n'est jamais seul quand on voyage finalement, mais qui venaient pour des vacances de 2 semaines ou qui une fois je me rappelle, j'étais en plein voyage en Asie et je rencontre enfin quelqu'un qui lui a voyagé pendant je recroise enfin quelqu'un qui a voyagé pendant quasiment 1 an comme moi, et je dis mais super, je vais pouvoir discuter avec quelqu'un qui me comprend, et en fait je découvre que ce gars-là a, en fait, je ne juge pas non plus sa façon de voyager, enfin si un petit peu là, mais qui voyageait en fait de capitale en capitale en prenant l'avion, en checkant le plus possible de pays sur sa liste, et je me sentais complètement incompris. Je me disais en fait personne comprendrait ce que j'ai pu vivre, ce qui finalement est vrai, et en rentrant ça a été très compliqué, et c'est pour ça que la vidéo ça a beaucoup aidé de partager ça sur les réseaux, parce que on pouvait un peu faire comprendre ce qu'on avait vécu à ce moment-là. Quand les gens ont vu mon film sur le Seul en Islande, ils disaient en fait on se rendait pas compte quand tu nous expliquais que c'était ça, et on se sent un peu plus compris. Et c'est vrai qu'après pendant 1 an, en plus je suis rentré d'un coup dans la vie active, parce que je faisais une alternance et j'étais en panique au début, et en fait l'acclimatation a été très longue. Alors le gros souci c'est que pendant 1 an en fait je me suis pas rendu compte, mais j'ai déprimé. Et je pensais que à repartir. Et pendant 1 an, j'ai pas profité de mon année, parce que mon seul but, c'était de faire des vidéos, de les publier, parce que je savais qu'un jour, je voulais vivre de ça, parce que je pouvais pas rester ici. Et j'ai perdu un peu 1 an en rentrant, plus ou moins. Finalement, non, parce que ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Et je viens de le dire. En fait, ça m'a permis d'être là aujourd'hui et d'en vivre de ma passion. Donc, ça m'a complètement changé. Mais le temps de réadaptation est parfois très compliqué. Ça m'a beaucoup aidé. Ah ouais, le processus créatif, je pense. Déjà, j'avais l'impression de ne pas avoir fait ça pour rien, entre guillemets, alors qu'on le fait jamais pour rien. Et d'être compris par mes proches, de montrer aux gens aussi peut-être à mes proches que j'ai regardé ce que j'ai fait. Je suis pas parti chiller au bord de la plage. Voilà, j'ai vraiment vécu des aventures. Et pour me prouver aussi, je pense à moi-même. Et puis maintenant, c'est devenu un jeu. Et puis cette expérience, elle m'a... même si je me suis réadapté en fait à la vie d'avant, il y a quand même toujours une petite part qui, je pense, reste changée à tout jamais après une expérience comme ça. Mais finalement, la quête d'un chemin intérieur, on le fait pour soi d'abord. Quelle est l'importance de la compréhension, de la transmission ? Ouais. Je pense bien sûr que je le fais pour moi, mais je pense que je le fais aussi dans le but d'accompagner l'autre à le faire par lui-même. Je me dis que si chacun d'entre nous, on réussissait à aller au-delà de nos appréhensions pour réaliser ce qui vibre profondément à l'intérieur de nous, le monde serait bien différent. Et voilà. Et du coup, voilà, moi, en fait, j'ai envie d'inspirer par l'exemple que je donne. Plutôt que de dire aux gens tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Non, en fait, ça, on sait bien que ça marche pas.
mais que moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des appréhensions, moi aussi j'ai des difficultés, et pour autant, je fais en sorte d'aller au-delà pour réaliser ce qui vibre profondément à l'intérieur de moi. Et j'espère, dans mon envie de partager, c'est que j'espère que ça aura une résonance chez l'autre pour l'inviter lui-même à réaliser ce qui vibre profondément à l'intérieur de lui, et que ensemble, on puisse contribuer à l'émergence d'un monde plus sympa, quoi. Voilà. En fait, c'est le fait d'affronter ses peurs qui permet d'aller de l'avant, et affronter ses peurs, c'est par le voyage qui fait sortir de sa zone de confort, c'est ce que tu veux dire ? Du coup, sur le côté de la peur aussi, déjà, mais c'est vrai que après le point était très intéressant, comme je disais, par rapport à notre milieu, je pense, naturel. On est fait pour être connecté à tout ce que, je pense, à la nature. Et côté de peur, alors effectivement, je pense que on est régi beaucoup par la peur autour de nous. Beaucoup de gens ont peur de se lancer, de faire des choses. Et puis là, je pense que c'est beaucoup l'entourage aussi, parce que moi, depuis le début, à chaque fois que j'annonce que je vais partir traverser de la France à vélo, tout de suite, on m'a dit, Mathis, toi, t'as fait que de la rando, le vélo, tu sais même pas changer un pneu, tu vas jamais y arriver, tu vas avoir super mal aux fesses, au bout de 3 jours, tu vas boiter. Et généralement, c'est des gens qui te disent des choses comme ça. Soit c'est tes proches, mais parce qu'ils tiennent à toi, donc ils veulent pas que tu prennes de risques. Ou des gens qui, généralement, eux-mêmes n'ont jamais fait de vélo et vont te dire ça parce que j'ai un cousin du frère qui c'est quelqu'un qui a fait du vélo et il a eu mal aux fesses. Et généralement, donc maintenant j'ai l'habitude, donc j'écoute quand même ce qu'on me dit, je note, mais je réduis l'échelle de gravité. Donc je dis je vais mettre une selle en cuir, et en fait j'ai du coup pas eu mal grâce un peu à ces... là pour le cheval pareil, et là je prends note quand même parce que j'ai fait une fois du cheval dans ma vie pour l'été dernier, 3 jours, et là je pars un mois à cheval, mais au pire je me dis qu'est-ce qui peut m'arriver. Bon, je tombe, j'ai une assurance, au pire j'en prendrai une, et au pire j'aurais échoué, mais j'aurais essayé. Si je le sens pas, je descends de mon cheval, j'abandonne, mais le fait de se lancer, c'est facile finalement quand tu te rends compte, comme tu le disais, c'est que il suffit de le faire, et si tu n'y arrives pas, tant pis, au moins tu auras essayé, et puis et t'as pas ce regret ensuite. Et en fait, comme toi qui n'as plus peur des chiens, moi j'avais peur de la solitude au début, puis je l'ai fait. J'avais peur de pas me doucher pendant 2 semaines, puis finalement je me douchais dans des rivières, et puis je me rendais compte que mon corps était limite moins sale que quand j'avais pas pris de douche depuis 3 jours en France. Son corps s'adapte. Je me rends compte que quand je me blesse, j'ai des grosses ampoules pleines de sang, et que je me dis que normalement il faudrait arrêter. On m'aurait dit qu'il faut arrêter à ce moment-là, et que tu continues de marcher et que ton corps se régénère quand même. Et tu te dis mais en fait tout ce qu'on te dit c'est un peu pas vraiment, oui, du flan. Faut le prendre à la légèreté. Enfin, il faut le noter. Mais en fait il faut apprendre à se réécouter soi, et c'est en faisant des expériences comme ça petit à petit. On ne demande pas, je pense, de faire le chemin de Compostelle ou le Stevenson à jeun dès le premier coup, mais petit à petit de se lancer, de se tester, et ouais. C'est quoi qu'on peut essayer, mais et en fait on se découvre que finalement parfois on est mieux à écouter soi-même qu'à écouter les autres, et en fait je me rends compte qu'aujourd'hui parfois on me dit mais ça tu n'y arriveras pas, ou ça tu sais pas, et en fait je me dis mais en fait finalement je me connais, et je sais que je n'aurais pas peur de le faire, que j'y arriverai, et alors que à l'époque j'étais très influencé par les gens qui m'écoutaient autour. Je sais pas si ça a répondu à la question. Ouais, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que je suis partie à Compostelle et j'étais pas du tout marcheuse. Et je suis partie faire le chemin de Stevenson en jeûnant, et c'était la première expérience de jeûne que je réalisais. Voilà. Voilà, donc voilà, je te laisse répondre à la question. Juste avant, parce que c'est quoi le plus difficile, c'est d'échouer ou c'est de pas essayer ? Ouais, je suis d'accord aussi avec ça, mais ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et pour revenir aussi sur les peurs, c'est que je pense que bien sûr, les autres, quand on partage nos expériences ou nos envies d'expérience, ils ont cette, ce mécanisme en fait de projeter leur propre peur sur nous. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, voilà.
Et qu'en même temps, moi j'ai cette croyance que finalement on ne peut sortir de quelque chose que si on y est entré. Et c'est exactement pareil pour les peurs en fait. Voilà. Du coup, tes propres limites ? Les propres limites. Je pense que oui, on le sent sur le moment. En fait, un des grands avantages, par exemple, de mon expérience en Islande, qui était mon première grosse expérience de vie et d'aventure, il y a des fois où, moi qui n'étais pas grand marcheur aussi à l'époque, où j'ai ressenti un peu ma limite. Il y a de temps en temps, je me disais, si là, il y a une voiture qui passe, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter, j'ai trop mal, parce qu'en fait, dès le premier jour, je crois que j'avais plus d'entre 20-25 kilos sur le dos, et je m'étais fait, parce que c'est assez plat au début, 30 km, parce que j'ai foncé, j'étais randonneur en herbe, je me suis dit mais en fait c'est facile, et en fait à la fin de la journée j'étais KO, et j'avais le muscle du psoas, je crois, qui te permet de lever la jambe, qui était foutu, et en fait dès le premier jour, et il me restait encore 2 semaines, et des grosses étapes, et en fait plein de fois, là il y a des moments où je me disais mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je le fais, et si je pouvais abandonner, je le ferais à ce moment-là, dans ma tête. Et en fait, c'est là que j'aime bien ces expériences dans les étendues sauvages, c'est que en fait, t'as pas le choix. T'es là et en fait, tu te dis bon y a pas de voiture qui va passer, donc tu continues. Tu t'inventes tu trouves des forces dans des recoins, tu te trouves des petites carottes pour avancer, de la musique, tu te dis bon, le deuxième jour où j'avais plus d'eau, je me disais, là on m'a dit, les rangers m'avaient dit que dans ce gîte, ce refuge abandonné, pardon, il n'y a pas de gîte, donc c'est une petite cabane pour soit les rangers justement ou les randonneurs, il allait y avoir une réserve d'eau d'urgence. Manque de bol, il n'y en a pas eu, mais dans ma tête il y en avait là à ce moment-là, donc ça me poussait à avancer. Et en fait, tu fais le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et tu te dis bon allez, encore un jour et peut-être qu'après j'arrête. Parce que j'avais un petit bouton SOS au cas où les balises, et en fait même si je sais même pas s'il fonctionnait, mais dans ma tête inconsciemment le fait d'avoir cette balise, ça m'aidait à tenir en me disant au pire, si j'avais abandonné, j'appuie sur SOS, alors que ça marche pas comme ça. Mais et en fait, à un moment, tu arrives à ta semaine, à la milieu de ton parcours, et tu te dis, mais je suis arrivé là, quoi. Bon, allez, let's go, on continue. Et du coup, je m'écarte de la question. Et en fait, donc, ces limites, on les ressent. Mais je pense ne pas encore l'avoir atteinte sur... c'est très compliqué. Parce que ça fait un peu... Et comme je disais tout à l'heure, c'est ça qui peut être compliqué et dangereux, c'est que on se rend compte que on n'est pas si faible que ça, que ce que notre entourage nous le dit, et on a envie de se lancer de nouveaux défis jusqu'au jour où parfois où on se dit en fait c'est simple et on fait plus attention. Et généralement c'est à ce moment-là que ça arrive et qu'on a l'accident. Et je pense que la limite peut être atteinte à ce moment-là. Donc on peut chercher à dépasser ses limites, mais chercher à l'atteindre, je pense que ça peut être une erreur. Parce que quand on atteint sa limite, généralement, c'est pas bon signe à ce moment-là. Et toi, tu les connais, tes limites ? Après avoir jeûné, c'est quoi la prochaine ? Je sais pas, parce que ça peut être la prochaine. Je pense que pour le moment, j'ai encore de la marge. Je me dis que j'ai encore de la marge avant de toucher mes limites. Voilà, donc là, je vais repartir marcher. Je vais revenir en kayak. J'ai jamais fait de kayak... au long cours. D'ailleurs, j'ai pas encore de kayak, je pars dans 10 jours, j'ai pas encore de kayak, mais c'est pas grave. J'ai développé au fil de mes voyages une confiance en la vie qui m'invite à me dire que tout va se mettre en place. Voilà. Généralement, quand on y croit, ça tout se goupille bien, plutôt bien. Est-ce qu'une autre intervention ? Est-ce que les limites vont pas être dans les prochaines années quand vous allez fonder une famille peut-être avec des enfants et avec ça pouvoir faire vos voyages en solitaire ? Alors j'ai 2 enfants. Ouais, j'ai déjà 2 enfants. Ouais. En fait, oui et non. Au début, ça a été un petit peu difficile. Et avec le recul, maintenant, je vois à quel point le fait que moi, j'ai osé réaliser ça, ça a eu un impact positif sur eux, en fait.
que ça les invite eux aussi en fait à réaliser ce qui les anime en fait au plus profond d'eux-mêmes, et de voir que c'est pas en se sacrifiant, parce que j'aurais pu le prendre, me dire bah non, je peux pas partir et je vais rester encore avec eux pendant quelques années avant de partir faire ce voyage, mais qu'en même temps quelque part je me serais un peu sacrifiée, et je pense qu'ils l'auraient ressenti aussi, et que au contraire le message que j'ai envie de leur transmettre, c'est qu'un parent, ça n'a pas à sacrifier son propre bonheur pour qui que ce soit en fait, parce que en le faisant quelque part, ce que je leur dis, c'est que quand eux ils seront adultes, ils devront se sacrifier aussi, mais que nos enfants ils ressentent tout ce que nous-mêmes on vit à l'intérieur de nous, et que nos enfants, à ce qu'ils aspirent, c'est aussi notre propre bonheur. Et qu'en m'autorisant à le réaliser moi, ben, je les autorise eux en fait à tendre vers ce propre bonheur qui part toujours de nous-mêmes en fait. Alors moi je n'ai pas d'enfant, mais pour l'instant c'est pas forcément ça pourrait être une limite effectivement, et ce sera un nouveau chapitre de ma vie, de tourner et peut-être faire autre chose à ce moment-là. Pour l'instant c'est pas le cas. Je pense qu'on est un peu dans cette philosophie du moment présent et de voir plus tard ce qui se passera. Après je suis beaucoup de voyageurs, d'aventuriers avec des familles, typiquement Mike Horn, grand aventurier qui lui a 2 filles, avait une femme, et en fait toute sa famille en fait a repris sa passion. Ils travaillent maintenant ensemble finalement sur ces projets, et je trouve ça incroyable, c'est très beau. Donc puis ça n'empêche pas d'arrêter. Alors après lui par exemple il fait des choses très dangereuses finalement, c'est vraiment l'aventurier de l'extrême, Mike Horn. Je vais pas parler en son nom, mais j'étais allé le voir une fois pendant une de ses conférences, et je pense que c'est une question beaucoup qui ressort par rapport à ses filles, où je crois qu'il se prend beaucoup de réflexions comme quoi il est inconscient, qu'il prend des risques, etc. Et en fait c'était ses filles qui avaient répondu comme quoi elles étaient tellement fières de leur père que ça se reflétait en fait un peu sur elles, et que elles étaient plus ou moins préparées à ça, mais que elle l'aimait très fort pour ce qu'il était, et que elle voulait pas, en fait, ça aurait été limite pire pour elle qu'il abandonne sa passion qui depuis tout petit, que j'ai l'impression limite. Alors je parle pas en connaissance de cause, mais c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'elle disait, c'est que ce serait pire de voir leur père arrêter pour ces raisons-là, que de le voir partir triste, de voir partir dans sa passion plutôt. Pardon. Écoutez, il me reste à vous remercier, à remercier Morgane et Mathis. Je vous remercie beaucoup. Allô la planète, vous embarquez ? Allô la planète.